Certains moments ne changent pas seulement une vie, ils la révèlent. Un matin ordinaire, dans une salle de réunion aux parois vitrées surplombant Philadelphie, une jeune millionnaire s'est effondrée sans crier gare. Et la seule personne qui s'est précipitée pour lui venir en aide n'était ni un médecin, ni un garde du corps, ni un cadre supérieur. C'était un père célibataire discret, vêtu d'un uniforme d'agent d'entretien, un vétéran méconnu dont personne ne connaissait le passé et dont personne n'attendait un tel courage. Ce qui s'est passé ensuite a bouleversé toute une entreprise, révélé une vérité cachée et réuni 3 inconnus d'une manière qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer. Avant de commencer, si vous aimez les histoires sincères sur la gentillesse, la rédemption et les héros discrets qui vivent parmi nous, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à partager chaque semaine des histoires inspirantes et réconfortantes. Maintenant, commençons. La lumière du matin sur le centre-ville de Philadelphie était vive. Propre, froide et presque métallique, elle se reflétait sur la façade en verre de la Ward Tower, comme un avertissement que personne ne pouvait entendre. À l'intérieur de la salle de conférence du 63e étage, cependant, l'atmosphère était chaleureuse, raffinée et confiante. C'était le genre de pièce où l'on faisait fortune, où l'on concluait des alliances et où les puissants marchaient d'un pas si assuré qu'ils en oubliaient la gravité. Dakota Ward, PDG de Ward Capital, se tenait au centre, sous les lumières encastrées, sa robe rouge contrastant avec le mobilier gris cendré élégant. Elle n'avait que 35 ans, mais elle avait l'autorité de quelqu'un qui s'était depuis longtemps entraîné à ne jamais trembler en public. Aujourd'hui, elle présentait une initiative fondamentale, une expansion d'1 milliard de dollars qui allait redessiner l'avenir de l'entreprise. Derrière elle, les fenêtres panoramiques encadraient un ciel d'hiver pâle. Devant elle, une table remplie de directeurs, de partenaires d'investissement et de cadres supérieurs observait la scène avec une politesse calculée. Dans le coin le plus éloigné de la pièce, à moitié caché derrière un chariot d'entretien, Mason Hale était agenouillé à côté d'un panneau de commande du système de climatisation défectueux. Son uniforme de travail vert olive se fondait dans le décor. Il préférait qu'il en soit ainsi. La plupart des gens ne le remarquaient pas, ce qui lui convenait parfaitement. Il était arrivé dans la tour 18 mois plus tôt, choisissant un travail calme et prévisible après des années de chaos. Des années où tout explosait avant qu'il ait eu le temps de cligner des yeux. Des années à courir vers le danger parce que quelqu'un devait le faire. Une vie qui n'existait plus que dans ses souvenirs et dans le tremblement occasionnel de ses mains lorsqu'il était épuisé. Il rentra un fil détaché, redressa la plaque métallique et écouta distraitement la voix de Dakota résonner dans la pièce. Calme, confiante, chaque mot choisi avec soin. Et si nous allouons le capital restant au nouveau projet de couloir ouest, nous pouvons. Sa phrase s'interrompit. Mason leva immédiatement la tête. La main de Dakota se posa sur sa poitrine. Son souffle se coupa, non pas de façon dramatique, mais brusquement, comme un fil qui se rompt. Personne ne le remarqua. Madame Ward, membre du conseil d'administration, insista, pensant qu'elle avait fait une pause pour plus d'effet. Dakota essaya de parler. Un faible son tendu sortit de sa bouche. Puis ses genoux se dérobèrent. Le stylo coûteux qu'elle tenait à la main tomba bruyamment sur le parquet. Et avant qu'un seul cadre ne se lève pour l'aider, Mason était déjà en train de courir. Elle heurta le sol avec un bruit sourd et écœurant. Des cris étouffés se propagèrent autour de la table. Les chaises reculèrent dans un grincement. Des papiers volèrent. Quelqu'un appela la sécurité. Quelqu'un d'autre a demandé à ce qu'on appelle le 911, mais Mason ne les a pas entendus. Il s'est agenouillé, 2 doigts sur son cou. Son pouls était faible, irrégulier, en train de s'affaiblir. Sa respiration était haletante, superficielle. Elle aspirait à peine l'air. « Madame, restez avec moi », a-t-il murmuré. D'une voix basse, urgente, mais calme, un vieil instinct remontant à la surface, ses paupières ont battu. Un jeune directeur paniqué se tenait à côté de lui. « Ne la touchez pas, vous n'êtes pas autorisé à intervenir », dit Mason sans élever la voix. Ce n'était pas fort, mais le ton fit reculer l'homme instantanément, comme si quelque chose d'ancien chez le technicien de maintenance avait refait surface, imposant un ordre inébranlable. La poitrine de Dakota se serra, son corps se relâcha. Détresse cardiaque. Elle est en train de s'effondrer. Mason desserra son collier, inclina sa tête, dégagea ses voies respiratoires. Le temps se confondit avec l'instinct, et son instinct lui dit qu'elle était en train de sombrer. Il commença les compressions thoraciques, régulières, mesurées, précises. La salle explosa de protestations. Qu'est-ce qu'il fait? Où est l'équipe médicale? Éloignez-le d'elle immédiatement.
Des mains agrippèrent les épaules de Mason. Il ne bougea pas. Il ne rompit pas le rythme. Il ne détourna pas les yeux de son visage. 30 compressions, 2 insufflations, répétées. Ses lèvres avaient commencé à pâlir. « Allez !» murmura-t-il en se penchant vers elle pour lui donner l'air qu'elle ne pouvait plus prendre seule. « N'abandonne pas. Pas ici. » Un autre cadre aboya des ordres. Un agent de sécurité tenta à nouveau de repousser Mason. Puis, un frémissement. Un faible son s'échappa de la gorge de Dakota. Mason répéta le cycle. Sa voix était basse et pressante à chaque fois qu'il lui donnait de l'air, comme s'il s'adressait directement à l'obscurité qui tentait de l'emporter. « Reviens, respire pour moi. » Sa poitrine se souleva faiblement, mais de son propre chef. « Si vous avez retenu votre souffle à cet instant, mettez un j'aime, parce que le vrai combat ne fait que commencer. » Puis, à nouveau, un murmure parcourut la pièce. Les doigts de Dakota tressaillirent. Ses paupières s'ouvrirent légèrement, comme si elle remontait à la surface après avoir été sous l'eau. Et c'est à ce moment-là que les ambulanciers arrivèrent. Ils jetèrent un coup d'œil à la position de Mason, aux compressions parfaites, au soutien correct des voies respiratoires, et prirent le relais sans heurte. Mais les cadres ne suivirent pas l'exemple des ambulanciers. Un responsable de la sécurité pointa Mason du doigt. « Vous avez terminé ici. Éloignez-vous maintenant. » Mason leva les mains, le souffle irrégulier, la sueur coulant sur ses tempes. Il ne discuta pas. Il recula simplement, les yeux toujours fixés sur la femme pour laquelle il s'était battu. Dakota était allongée sur la civière tandis qu'il fixait des moniteurs autour d'elle. Un ambulancier leva les yeux vers Mason, les sourcils légèrement relevés. « Vous l'avez maintenue en vie », dit-il doucement. Mason ne répondit pas. Avant qu'il puisse demander si elle allait s'en sortir, des mains se refermèrent sur ses bras, fermes, impitoyables. Il fut tiré du sol. « Vous avez perdu la tête ?» siffla un membre du conseil d'administration. « Vous avez agressé notre PDG. Tout a été filmé. » « Elle ne respirait plus, » répondit Mason, le souffle encore saccadé. « Je lui ai fait un massage cardiaque. Oui, j'ai mis ma bouche sur la sienne. C'est comme ça que ça marche. » Mais il était inutile de discuter avec la peur. Vêtus de leur autorité, ils le traînèrent vers la porte. Derrière lui, il entendit l'ambulancier crier. Elle se stabilise. Le soulagement le frappa si fort qu'il faillit trébucher. Dakota était en vie, mais ce moment de soulagement fut instantanément englouti par une vague de fureur de la part des dirigeants. « Faites-le sortir de ce bâtiment. Licenciez-le immédiatement. Assurez-vous qu'il ne revienne jamais. » Les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière lui dans un cliquetis métallique froid. Le chaos de la salle de réunion s'estompa. Mason se tenait seul dans le couloir, le cœur battant, non pas de peur, mais de cette douleur familière d'un monde qui se moquait de connaître son nom ou ce qu'il avait fait. Il appuya une main sur son sternum, stabilisant sa respiration. Au moins, elle était en vie. C'était tout ce qui comptait. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie de service, le vent hivernal hurlait contre le bâtiment à l'extérieur. Vif, froid, impitoyable. Et à ce moment-là, Mason sut que ce n'était pas un simple accident. C'était le début d'une tempête qu'il n'avait pas vue venir. Le froid qui s'était abattu sur Philadelphie ce soir-là semblait différent, plus intense, comme si la ville elle-même avait appris ce qui s'était passé à l'intérieur de la Ward Tower et avait décidé de frissonner pour lui. Mason Hale descendit la longue rampe en béton vers la sortie du personnel, son souffle formant de petits fantômes blancs dans l'air. Son uniforme portait encore de légères traces de plis, là où des mains l'avaient saisi, traîné et jeté comme s'il n'était de rien. Un bip discret retentit lorsqu'il approcha sa carte magnétique du panneau de sortie. Lumière rouge, accès refusé. Il était toujours étonné de voir à quelle vitesse la vie d'un homme pouvait s'effondrer. Parfois, cela prenait des années. Parfois, cela ne prenait qu'un seul souffle. Il laissa tomber la carte magnétique dans le bac de retour. Inutile de la garder. Personne à l'intérieur ne voulait de lui. Lorsqu'il arriva chez lui, une vieille maison mitoyenne nichée dans une rue étroite de l'ouest de Philadelphie, le ciel était devenu gris sombre. La lumière du porche clignotait. Il fallait vraiment qu'il la répare. Derrière la porte fine, il entendit de petits pas, puis le bruit sourd d'une petite fille glissant sur le parquet en chaussettes. Au moment où il ouvrit la porte, Cara Hale, 7 ans, se précipita vers lui, telle une tornade aux cheveux bruns emmêlés, vêtue d'un pyjama trop grand avec des taches de peinture sur les manches. « Papa, tu rentres tard ?» Sa voix s'éteignit lorsqu'elle leva les yeux vers lui. Elle voyait toujours des détails qui échappaient aux adultes. Mason esquissa un sourire. Doux, fatigué, travaillé. Longue journée, ma puce. Les yeux de Cara se plissèrent comme il le faisait toujours lorsqu'elle sentait que quelque chose n'allait pas.
Elle avait hérité cette intuition de sa mère. Mason déglutit péniblement. Il ne voulait pas que Kara sache à quel point le monde pouvait être laid. « Ils t'ont encore crié dessus ?» murmura-t-elle. Il se figea. Kara continua à agripper le tissu de son uniforme de ses petits doigts. « Ton visage est tendu. Il se tend quand les gens te crient dessus. Trop perspicace pour une enfant de 7 ans, pensa-t-il. Il s'accroupit à sa hauteur. Pas de cris, juste des problèmes de travail. Elle ne le crut pas. Pas vraiment, mais elle acquiesça quand même. Car Kara essayait toujours d'être courageuse pour lui. Il repoussa ses cheveux derrière son oreille. « Où est Madame Cooper dans la cuisine ?» demanda-t-elle. « Le four fait des siennes. » Kara plissa le nez, comme Monsieur Holloway, en bas. Mason eut un petit rire malgré tout. Kara avait le don de lui redonner le sourire même quand il pensait ne plus en avoir. Marilyn Cooper, leur voisine âgée, se tenait devant la cuisinière, remuant une marmite de soupe au poulet et aux nouilles. La vapeur embuait ses lunettes. « On dirait que quelqu'un t'a essoré et oublié de te raccrocher », dit-elle en se tournant vers lui. Son ton était bourru, mais ses yeux brillaient d'inquiétude. « Journée difficile », murmura Mason. « Difficile comment ?» insista-t-elle. « Difficile comme si tu t'étais fait engueuler. Difficile comme si tu avais cassé quelque chose de cher. Ou difficile comme si tu t'apprêtais à dire quelque chose qui ne me plaira pas. » Mason s'appuya contre l'encadrement de la porte, sentant à nouveau le poids de l'humiliation peser sur lui. « Je me suis fait virer. » Le silence envahit la petite cuisine. Marilyn posa lentement la cuillère, croisa les bras et l'observa attentivement. « Tu as fait quelque chose que tu n'aurais pas dû faire ?» Il secoua la tête. « J'ai sauvé la vie de quelqu'un. » Marilyn cligna des yeux, stupéfaite. « Et ils t'ont viré pour ça. » Mason ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de le faire. Marilyn marmonna une série de mots incrédules qui n'étaient pas appropriés pour les oreilles de Kara, puis soupira profondément. Ce monde est sens dessus-dessous. Il était d'accord, mais le dire à voix haute lui semblait trop lourd. Ils mangèrent en silence. Kara n'arrêtait pas de le regarder comme si elle essayait de mémoriser son visage, cherchant du réconfort dans les rides autour de ses yeux. Mason essaya de sourire entre deux cuillerées, essaya de faire comme si tout allait bien, essaya de ne pas penser au loyer à payer la semaine suivante. Mais en quelques heures, le monde fit en sorte qu'il ne puisse plus l'ignorer. À 20h47, son téléphone vibra. 3 vibrations rapides, numéro inconnu. Il laissa le répondeur prendre le message. Puis, le téléphone vibra encore et encore. Finalement, il écouta le message. « Monsieur Hale, ici les ressources humaines, suite à l'incident d'aujourd'hui. Nous avons le regret de vous informer que votre licenciement est définitif en raison d'une faute professionnelle impliquant un contact physique inapproprié avec la PDG. Mademoiselle Dakota Ward. Ward Capital se réserve le droit d'intenter une action en justice si vous tentez de le faire. » Mason interrompit le message, serra les mâchoires et crispa les poings. Contact inapproprié. Il lui avait sauvé la vie. Il l'avait maintenu en vie alors que personne d'autre n'avait réagi. Maintenant, il réécrivait la vérité aussi facilement qu'il changeait un titre. Il pressa ses paumes contre ses yeux, respirant lentement, régulièrement, contrôlant sa respiration comme il l'avait appris lors des raids nocturnes, où la panique pouvait tuer un homme plus vite que les balles. Kara tira sur sa manche. « Papa, pourquoi disent-ils des choses méchantes ?» Il n'avait pas réalisé qu'elle écoutait. Il la serra dans ses bras, son petit corps pressé contre sa poitrine, le ramenant à la seule raison d'être qui lui restait. « Tout va bien », lui murmura-t-il dans les cheveux. « Je te le promets. » Mais même les promesses semblaient fragiles ce soir-là. Le lendemain matin confirma ses craintes. Partout où il allait, garage, entreprise de nettoyage, prestataire de maintenance, les portes se fermaient dès qu'ils entendaient son nom. « Vous êtes le type de Ward Tower, n'est-ce que pas ? Nous ne voulons pas d'ennui ici. Désolé, les postes sont pourvus. » Un employeur afficha une photo sur sa tablette. Une image fixe provenant de la caméra de sécurité de la salle de réunion. L'angle le montrait en train de pratiquer un massage cardiaque, penché sur Dakota. Sur cette image figée, la vérité avait disparu. Mason rendit la tablette sans un mot. À midi, les refus étaient devenus monnaie courante. À 15h, le désespoir s'insinua sous ses côtes, silencieux, persistant, familier. Un sentiment similaire à celui qu'il éprouvait lorsqu'il apprenait la mort d'un coéquipier. Une oppression, une douleur creuse, l'impression que quelque chose de lourd s'était installé là où résidait autrefois l'espoir. Il rentra chez lui plus lentement que d'habitude, non pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il voulait avoir le temps de réfléchir avant de devoir à nouveau regarder Kara dans les yeux. Lorsqu'il tourna dans sa rue, il la vit sur le perron, les genoux serrés contre sa poitrine, en train d'attendre. Dès qu'elle l'aperçut, elle courut vers lui, à bout de souffle. «
Papa, Madame Cooper a dit que tu cherchais un nouvel emploi. Tu en as trouvé un? Un bon. Un où les gens sont gentils avec toi. » Mason s'agenouilla, sentant le poids de toutes les vérités non dites. « Pas de travail aujourd'hui, » dit-il doucement. Le visage de Kara s'assombrit, mais seulement un instant. Puis elle releva le menton, déterminée, pleine d'espoir, fragile. « Ce n'est pas grave. Tu peux réessayer demain, n'est-ce pas? Tu me le dis toujours. On n'abandonne pas quand les jours sont difficiles. » Mason ferma les yeux un instant. « On n'abandonne pas quand les jours sont difficiles. » C'était sa devise à l'étranger. Maintenant, sa fille la lui renvoyait comme une bouée de sauvetage. Il la serra contre lui, un peu plus fort que d'habitude. « Oui, ma petite, » murmura-t-il. « On réessaiera demain. » Mais alors qu'il se relevait, une froide vérité lui traversa l'esprit. Demain serait peut-être encore plus difficile, car personne, pas une seule personne au monde, ne savait que l'homme qu'il rejetait avait rendu sa vie à une inconnue. Et l'inconnu qu'il avait sauvé n'avait aucune idée qu'il était détruit pour cela. Pas encore. L'obscurité était censée être silencieuse. Mais pour Dakota Ward, l'obscurité dans laquelle elle dérivait depuis 3 jours était tout sauf silencieuse. Elle pulsait d'échos, de fragments de chaos, de cris étouffés, du brouhaha frénétique d'hommes en costume qui se disputaient. Parfois, elle avait l'impression de couler à travers des couches d'eau froide, parfois de flotter en apesanteur, parfois de courir à toute vitesse dans un tunnel sans issue. Et toujours, une voix la rappelait. Pas forte, pas paniquée, juste régulière, l'incitant à respirer. « Reviens, respire pour moi. » Les mots résonnaient dans ses rêves, traversant l'obscurité comme une corde tirant vers le haut. Chaque fois qu'elle s'enfonçait plus profondément, la voix se faisait à nouveau entendre, forte et inébranlable. Elle ne la reconnaissait pas, mais elle véhiculait quelque chose qu'elle n'avait pas l'habitude d'entendre de la part des gens qui l'entouraient. Une préoccupation sincère. Dakota se réveilla le 3e matin en inspirant brusquement, comme si elle refaisait surface après avoir failli se noyer. Sa vision se brouilla, puis le monde redevint net. Lentement, les dalles blanches du plafond, les lumières fluorescentes, la légère odeur antiseptique de l'hôpital. Une infirmière se précipita à son chevet. « Madame Ward, vous m'entendez ?» Dakota cligna des yeux, la gorge sèche et irritée. « Où suis-je? Que s'est-il passé? Vous vous êtes évanouie pendant votre réunion du conseil d'administration, » dit doucement l'infirmière. « Une arythmie grave. Vous êtes stable maintenant. » Stable. Ce mot lui semblait trop clinique, trop insignifiant pour décrire ce qu'elle avait vécu. Son instinct de PDG prit le dessus. « Ward Tower, vous avez besoin de repos. » L'infirmière l'interrompit fermement. « Vous êtes restée inconsciente pendant 3 jours. » 3 jours? Sa poitrine se serra. Puis, comme une soudaine rafale de vent, la voix revint dans sa mémoire. « Revenez, respirez pour moi. » Le pouls de Dakota s'accéléra. Quelqu'un me parlait. Un homme? Je l'ai entendu. L'infirmière fronça les sourcils, perplexe. Les ambulanciers vous ont parlé pendant qu'ils vous stabilisaient. Mais non, murmura Dakota en secouant la tête. Cette voix n'était pas celle d'un médecin. C'était avant. Avant leur arrivée, l'infirmière ne put que lui offrir un sourire compatissant. Les hallucinations pendant une crise cardiaque sont courantes. Mais Dakota savait ce qu'elle avait entendu. Le ton était trop posé, trop réaliste. Elle ferma les yeux et la pièce se remit à tourner. Non pas à cause d'un vertige, mais à cause des souvenirs qui défilèrent en fragments, sa main cherchant sa poitrine. Une sueur froide, un effondrement soudain, puis le sol, puis des mains appuyant sur son sternum, un souffle chaud contre ses lèvres, un murmure calme l'exhortant à ne pas abandonner. Ce n'était pas une hallucination, mais un sauveur. « Qui m'a fait un massage cardiaque ?» demanda-t-elle. « Nous n'avons pas cette information », répondit l'infirmière. La sécurité s'est occupée de la situation jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Dakota fronça les sourcils. « La sécurité? Ils ne sont pas formés pour ça », hésita l'infirmière. « Je ne sais vraiment pas, Mademoiselle Ward, mais quoi qu'il se soit passé, cela vous a maintenu en vie suffisamment longtemps pour que les secours puissent intervenir. » Qui? Dakota s'allongea contre les oreillers, la frustration bouillonnant sous sa peau. Quelqu'un s'était battu pour sa vie, et elle ne connaissait même pas son nom. En fin d'après-midi, Dakota avait retrouvé suffisamment de force pour s'asseoir. Son assistante, Marie, arriva avec des fleurs, des documents, des tablettes, tout ce qui avait manqué à Dakota. « Nous devrions reporter toutes les réunions, » insista Marie. « Vos médecins veulent que vous restiez alité pendant au moins 1 semaine. » Dakota feuilleta un rapport numérique. « Je me reposerai quand je saurai ce qui s'est passé dans cette salle. » Marie hésita. « Le conseil d'administration m'a demandé de ne pas en parler. Ils ont dit que c'était réglé. » Réglé? Ce mot avait un goût amer. « Quelqu'un m'a fait un massage cardiaque ?» demanda Dakota. Marie déglutit. «
Mason Hale. Ce nom ne lui disait rien. Dakota fronça les sourcils. « Qui est-ce ? Un technicien de maintenance ?» dit Marie d'un ton presque apologétique. « Il était apparemment en train de réparer un panneau de ventilation pendant votre présentation. Un technicien de maintenance. » Dakota se pencha en arrière, stupéfaite. Ils l'ont fait sortir. Dakota. Marie continua doucement. « La sécurité a dit qu'il avait eu un contact physique avec vous. » Dakota sentit son sang se glacer. « Êtes-vous en train de me dire, dit-elle lentement, que l'homme qui m'a sauvé la vie a été licencié pour cela ?» L'expression de Marie en disait long. Le pouls de Dakota se mit à s'accélérer, non pas par peur cette fois, mais par colère. Une rage lente et contrôlée qui lui serra la mâchoire et rendit sa respiration plus haletante. « Que montre la vidéo ?» demanda-t-elle. Marie hésita. « Le conseil d'administration m'a refusé l'accès. » Refusé. Dakota Ward, PDG de Ward Capital, s'était vu refuser l'accès à ses propres images de vidéosurveillance. C'était tout ce qu'elle avait besoin d'entendre. 2 heures plus tard, Dakota était assise dans un fauteuil roulant, encore faible, mais animé par quelque chose de plus stable que l'adrénaline, alors qu'on la conduisait au bureau de sécurité de la Ward Tower. Le chef de la sécurité, un homme nerveux nommé Gregson, s'empressa d'ouvrir le fichier vidéo. « Monsieur Ward, je dois vous avertir que cette situation est plus compliquée qu'il n'y paraît, » dit-elle. La vidéo commença. « Avant que ces images ne révèlent tout, abonnez-vous. La suite va retourner la situation d'une façon que personne n'attend. » Dakota regarda son ancien moi se tenir debout devant la salle du conseil. Elle vit sa main se lever vers sa poitrine, son corps s'effondrer, les jambes se figer, puis elle vit un homme aux larges épaules, vêtu d'un uniforme vert usé, se précipiter dans le champ plus vite que quiconque n'avait réagi. Il vérifia son pouls, inclina sa tête et commença les compressions. Son visage, calme et concentré, lui serra le cœur. Elle le regarda parler à son corps inconscient, même si la vidéo n'avait pas de son, mais elle n'en avait pas besoin. Sa mémoire lui fournit les mots. « Reviens, respire pour moi. » Son souffle se coupa. Puis vint la partie qui lui fit porter la main à sa bouche, les lèvres entr'ouvertes alors qu'elle luttait pour respirer. Il se pencha pour lui donner le souffle qu'elle ne pouvait prendre. Son corps réagit, même faiblement. Ce n'était pas une faute professionnelle, c'était une question de survie. Les yeux de Dakota brillèrent. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. Ils l'ont poussé dehors comme s'il était une sorte de prédateur. Gregson se lécha les lèvres nerveusement. « Madame Ward, le conseil a insisté pour que le conseil mente. » Elle craqua. « Il m'a sauvé la vie. » Pendant plusieurs battements de cœur, elle ne put parler. La rage et la culpabilité se livraient de bataille en elle. Elle se sentait mal, physiquement mal, à l'idée d'avoir été inconsciente pendant qu'il détruisait l'homme qui l'avait ramené à la vie. Puis la caméra montra autre chose, quelque chose de pire. 4 hommes attrapèrent Mason et le traînèrent violemment dehors. Il ne résista pas, se contentant de la regarder une dernière fois, comme s'il espérait qu'elle se réveille, comme s'il espérait que quelqu'un le croirait. Dakota eut le cœur serré. Elle murmura d'une voix à peine audible. « Qu'est-ce qu'on lui a fait ?» La pièce était silencieuse. Des larmes coulaient sur ses joues. Silencieuse, lente, incontrôlable. Ce n'était pas la voix d'une PDG. C'était la voix d'une femme qui avait pris conscience d'une dette qu'elle ne pourrait jamais rembourser. Mais elle allait essayer, quel qu'en soit le prix. Elle se redressa sur sa chaise et s'essuya le visage. Sa voix ne se brisait plus. Elle était devenue d'acier. « Trouvez-le, dit-elle. Aujourd'hui. Maintenant. » Gregson cligna des yeux. « Madame Ward, apportez-moi son dossier, son adresse, tout ce que vous avez. Et si quelqu'un essaie de vous en empêcher, dites-lui que le PDG en a assez qu'on lui mente. » Son regard se durcit. « Je vais régler ça. » Le vent hivernal balayait les rues étroites de l'ouest de Philadelphie, faisant cliqueter les gouttières rouillées et tourbillonner des bouts de papier sur les trottoirs fissurés. Dakota Ward, émitouflée dans un long manteau camel qui ne parvenait pas à calmer ses mains tremblantes, sortit du SUV noir et fixa l'adresse de la maison mitoyenne qui brillait faiblement sur la boîte aux lettres écaillées. 12 Brookside Avenue, l'endroit où vivait désormais l'homme qui lui avait sauvé la vie avant de disparaître de son univers. Le trajet jusqu'ici avait été une tempête d'émotions qu'elle avait tenté de maîtriser. En vain. Le choc, la colère, la honte et sous tout cela, un poids qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. La responsabilité. Pas celle qu'elle assumait chaque jour dans son travail, mais celle qui incombe à tout être humain. Elle prit une profonde inspiration pour se calmer. Derrière elle, son chauffeur, Jameson, semblait incertain. « Madame, ce quartier n'est pas sûr pour vous promener seule. »« Je ne suis pas seule, dit-elle doucement.
En vérité, elle n'avait jamais été aussi consciente de l'impact de ses décisions sur les personnes qui se trouvaient en dessous d'elle. Des personnes qu'elle n'avait jamais remarquées. Des personnes qui existaient en marge de son empire. Des personnes comme Mason Hale. Elle s'approcha de la porte. La peinture s'était écaillée depuis des années et le bois était fendu par les tempêtes hivernales. Elle leva la main pour frapper. La porte s'entr'ouvrit avant même qu'elle ne la touche. Un petit visage apparut. Une petite fille, de grands yeux bruns, les joues pâles, les cheveux emmêlés comme si elle les avait tirés toute la nuit. Dakota la reconnut immédiatement grâce au dossier d'urgence qu'elle avait lu pendant le trajet. 7 ans, sans mère. Les notes de l'école la décrivaient comme polie, timide, serviable et risquant l'épuisement en raison de ses responsabilités de garde. « Bonjour », dit Dakota d'une voix naturellement adoucie. « Je cherche ton papa. » Kara hésita, les doigts crispés sur le bord de la porte. Sa lèvre inférieure tremblait. Il ne se lève pas. Sa voix se brisa d'une manière qui fit craquer quelque chose au plus profond de Dakota. Comment ça, il ne se lève pas? Dakota se pencha en avant. Kara ouvrit la porte plus largement. À l'intérieur, l'air était froid. Pas le froid de l'hiver, mais le froid de la maladie. Ce froid silencieux qui s'installe dans une maison lorsque la personne qui la fait fonctionner a cessé de bouger. À travers le couloir sombre, Dakota l'aperçut. Mason Hale était affalé sur un canapé usé, le visage pâle et rouge par endroits, la sueur perlant à ses tempes, la poitrine se soulevant par respiration superficielle et saccadée. Son cœur fit un bond violent. « Oh mon Dieu, Mason !» Elle dépassa Kara et se précipita à genoux à côté de lui. « Monsieur, vous m'entendez ?» Il ne répondit pas. Sa peau brûlait sous ses doigts. Une forte fièvre, une déshydratation, probablement un effondrement après une fatigue et un stress prolongé. Mais c'est la petite voix de Carrara qui fit perdre son sang-froid à Dakota. Il disait qu'il était juste fatigué, mais ensuite il n'a plus mangé, puis il ne s'est plus levé. J'ai essayé de le réveiller, mais il n'y arrivait pas. La petite fille eut le souffle coupé. « Ne l'emmenez pas, s'il vous plaît. » Dakota eut la gorge serrée. « Non, ma chérie, » murmura-t-elle en serrant doucement Carrara dans ses bras pendant un instant. « Je suis là pour l'aider, je te le promets. » Elle attrapa son téléphone. Jameson appela le 911. Tout de suite, Kara s'agrippa à la manche de Dakota. « Est-ce qu'il est en train de mourir ?» Dakota posa une main sur la joue de Carrara. « Non, nous ne laisserons pas cela arriver. » C'était la première fois qu'elle disait « nous » et qu'elle le pensait vraiment, sans faire référence à une équipe professionnelle. En quelques minutes, la pièce se remplit de bruits de pas et d'une forte odeur d'antiseptique lorsque les ambulanciers firent irruption à l'intérieur. Ils soulevèrent Kate Mason pour le mettre sur une civière. Sa tête penchait sur le côté. Ses lèvres étaient gercées. Dakota les suivit dehors dans l'air glacial. Un ambulancier lui jeta un coup d'œil. Il est gravement déshydraté et a une fièvre dangereuse. Nous allons le stabiliser à Sainte-Agnès. Dakota acquiesça, mais ses yeux restèrent rivés sur le corps immobile de Mason. Je vais l'accompagner. Seule la famille est autorisée. La petite main de Kara se glissa dans celle de Dakota. Elle est avec nous, murmura la jeune fille. Dakota ravala la douleur qui lui serrait la poitrine. L'ambulancier les regarda, puis acquiesça. Montez. L'ambulance traversa la ville à toute vitesse, ses gyrophares éclairant le visage de Dakota. Elle s'agrippa à la rampe métallique, les jointures blanchies, tout en observant la poitrine de Mason se soulever et s'abaisser. « Il m'a sauvé la vie », murmura-t-elle, presque pour elle-même, « et nous avons laissé cela lui arriver. » L'ambulancier ne répondit pas, mais son regard s'adoucit. Parfois, le silence avait sa propre vérité. Kara se blottit contre Dakota, sa petite main agrippant le manteau de Dakota, comme s'il s'agissait de la seule chose stable qui lui restait dans son monde. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, les médecins emmenèrent Mason en toute hâte, laissant Dakota et Kara dans la salle d'attente éclairée par des néons. Dakota enroula son manteau autour de la fillette tremblante et la serra contre elle. Les minutes passèrent, puis 1 heure, puis 2. Toujours aucune nouvelle. Kara s'endormit, la tête posée sur les genoux de Dakota, sa respiration douce mais irrégulière. Dakota lissa doucement les cheveux de la fillette, son cœur se serrant à chaque fois qu'elle repassait dans son esprit les images de la salle de réunion. Sa détermination, sa supplication murmurée pour qu'elle respire, la violence avec laquelle il l'avait traînée dehors après coup, son absence au moment où il avait besoin d'une voix pour le défendre. Ses yeux brûlaient. Depuis combien de temps était-il malade? Depuis combien de temps était-il seul? Depuis combien de temps son silence avait-il contribué à sa chute? Lorsqu'un médecin s'approcha enfin, Dakota se leva si rapidement qu'elle faillit réveiller l'enfant. « Est-ce qu'il va bien »
Le médecin acquiesça avec un optimisme prudent. Il va s'en remettre. Il souffre d'épuisement sévère, d'une forte fièvre et de déshydratation. Mais ses signes vitaux se stabilisent. Il aura besoin de repos, de liquide et de temps. Dakota expira profondément, les épaules affaissées. « Puis-je le voir ?» Le médecin jeta un coup d'œil à la petite fille qui dormait toujours sur la chaise. Il pourrait se réveiller bientôt. La présence d'un visage familier pourrait l'aider. Dakota hésita. Elle n'était pas de la famille. Mais Carrara l'était. Et Kara avait besoin de réconfort et de stabilité, ce que Dakota pouvait lui offrir, jusqu'à ce que Mason reprenne des forces. « Conduisez-nous à lui !» murmura Dakota. La pièce était sombre lorsqu'ils entrèrent. Les machines émettaient de légers bips. Mason était allongé, immobile, une perfusion goûtant régulièrement dans son bras. Dakota s'approcha de son lit. Ses pas étaient lents, respectueux. Il ne ressemblait en rien à l'homme de la vidéo, fort, maître de lui, inébranlable. Ici, il semblait fragile, et cela la bouleversa. Elle approcha une chaise. Kara grimpa sur le lit, ses petits doigts effleurant la main de son père. Puis Dakota fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant, ni dans les salles de réunion, ni en public, ni même dans l'intimité. Elle inclina la tête. « Je suis tellement désolée, murmura-t-elle. Tu m'as donné ton souffle quand je n'en avais plus. Et je n'étais pas là quand ils t'ont pris le tien. » Sa voix se brisa. « Tu méritais mieux, et je vais m'assurer que tu l'obtiennes. » Elle tendit la main et la posa légèrement sur la sienne. Sa peau était chaude maintenant, trop chaude, mais elle ne brûlait plus comme avant. Pendant un instant, elle se laissa respirer au rythme de ses respirations lentes et régulières. Ce n'était pas une obligation professionnelle. Ce n'était pas seulement de la culpabilité. C'était quelque chose de bien plus profond, la reconnaissance d'un homme qui était resté invisible pendant trop longtemps. Et Dakota Ward, une femme qui avait toujours agi vite, parlé vite, décidé vite, fit une promesse pour la première fois depuis des années. « Je trouverai la vérité. Je me battrai pour toi, et je ne laisserai personne effacer ce que tu as fait. » Assise là, sous le bourdonnement des lumières de l'hôpital, Carrara blottit contre son bras, et Mason reposant à quelques centimètres d'elle, Dakota ressentit quelque chose d'inattendu. Un changement, un commencement, un espoir fragile et vacillant. Et elle sut qu'il ne s'agissait plus d'une dette, il s'agissait de justice. Et peut-être que le destin lui réservait quelque chose d'encore plus profond. Le matin s'installa lentement dans la chambre d'hôpital, doux et pâle, filtrant à travers les stores à demi fermés et touchant tout d'une douceur tranquille. Dakota Ward n'avait pas bougé de toute la nuit. Elle était assise, le dos droit, mais les yeux fixés sur l'homme allongé dans le lit à côté d'elle. Mason Hale semblait moins pâle maintenant, moins perdu dans la fièvre qui avait menacé de l'engloutir la veille. Sa respiration était plus régulière, plus profonde. Le genre de respiration qui appartenait à quelqu'un qui se battait pour revenir dans le monde. Et blotti à côté de lui, la tête enfouie dans la couverture près de son bras, se trouvait Carrara. Sa petite main se glissa protectrice dans la paume de son père. Dakota observa la scène, et quelque chose en elle se serra. Ce n'était ni de la douleur, ni de la culpabilité, mais quelque chose de plus doux, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle repoussa une mèche de cheveux de Carrara derrière l'oreille de l'enfant. La fillette marmonna une protestation endormie et se blottit davantage contre son père. On frappa doucement à la porte. Une infirmière entra avec un bloc-notes. « Il va mieux. La fièvre est tombée, les fluides l'aident. Il a juste besoin de repos. » Dakota hocha la tête avec soulagement, ses épaules se détendant. « Merci. » Mais l'infirmière hésita. « Vous devriez peut-être vous préparer aussi au côté émotionnel du rétablissement. » Les vétérans se réveillent parfois désorientés. Dakota regarda Mason, dont le front tremblait dans un rêve invisible. Désorienté comment? Flashback, terreur nocturne, réaction de combat ou de fuite. L'infirmière lui adressa un sourire compatissant. Tout le monde ne comprend pas ce qu'ils ont vécu. Le regard de Dakota s'attarda sur le visage de Mason. Elle avait déjà vu la peur. La peur dans les salles de réunion lorsque les marchés s'effondraient. La peur chez les investisseurs lorsque les chiffres baissaient. Mais les cicatrices de peur gravées sur Mason n'étaient pas celles du monde des affaires. C'étaient celles que l'on porte après avoir survécu à des choses que la plupart des gens ne peuvent imaginer. Elle murmura « Je serai là ». L'infirmière acquiesça et quitta la pièce discrètement. Quelques minutes plus tard, un léger gémissement s'échappa des lèvres de Mason. Dakota se figea. Ses doigts tremblaient violemment. Sa respiration s'accéléra. Son corps se tendit. Ses épaules se soulevèrent comme s'il se préparait à une explosion. Les draps bruissaient sous lui. Un cauchemar. « Hé !»
Dakota se leva instantanément et se pencha vers lui. « Tu es en sécurité, tu n'es plus là-bas. » Mais ses yeux bougeaient rapidement sous ses paupières closes. Panique, instinct de survie, tout était emprisonné dans l'obscurité. « Mason » murmura-t-elle à nouveau, d'une voix à la fois calme et incroyablement douce. « Reviens-nous » haleta-t-il. Son corps sursauta une fois de plus, puis ses yeux s'ouvrirent. Pendant un instant, il ne sembla pas la voir. Son regard était fixe, vague, comme s'il était encore sur un champ de bataille enfumé à l'autre bout du monde. « Monsieur » murmura-t-elle. Peu à peu, ses yeux trouvèrent les siens. La reconnaissance s'installa, puis la confusion, puis l'inquiétude. « Dakota » il murmura d'une voix rauque. « Je suis là. » Elle dit. « Vous êtes à l'hôpital Sainte-Agnès. Vous vous êtes effondré à cause de l'épuisement et de la déshydratation. » Il grimaça comme si ses mots étaient plus lourds que la fièvre elle-même. « Kara, elle est juste là. » Dakota s'écarta. Carrara remua et cligna des yeux en regardant son père. « Papa » murmura-t-elle d'une voix cassée, en se mettant à genoux. « Papa, tu m'as fait peur. » Mason leva une main tremblante et lui caressa la joue. « Je vais bien, ma petite. » Sa voix était douce, mais rauque. « Dites-moi en commentaire, à votre avis, la vérité va-t-elle enfin éclater ou être étouffée une fois de plus ?» La voix d'un homme qui s'accrochait à la seule chose qu'il chérissait plus que sa propre vie. Dakota déglutit péniblement. C'était la partie que le monde ne voyait jamais, la tendresse derrière l'uniforme, le père derrière le soldat, l'homme derrière les gros titres. Après qu'un médecin eut examiné Mason et confirmé qu'il avait besoin de plusieurs jours de repos, Dakota sortit discrètement dans le couloir pour parler à l'infirmière en chef. « J'ai besoin d'accéder à son dossier militaire », dit Dakota. L'infirmière cligna des yeux. « Madame Ward, ce sont des documents protégés. Seul le personnel enregistré de l'administration des anciens combattants ou la famille y a accès. Je ne vous demande pas d'outrepasser la confidentialité. » L'interrompit gentiment Dakota. « J'ai juste besoin de comprendre ce qu'il a enduré seul. » Sa sincérité adoucit l'expression de l'infirmière. « Nous avons un résumé de son dossier d'urgence, dit-elle finalement. Pas de détails, mais suffisamment pour vous donner une idée. » Elle tendit à Dakota une mince feuille imprimée, et le monde de Dakota s'arrêta. Personnel, sergent Mason Hale. Unité, division tactique d'intervention rapide. Faits marquants du dossier militaire. A dirigé une équipe de sauvetage lors de l'attentat à la bombe du marché de Fallujah. A protégé des civils lors d'une embuscade. A sauvé 12 vies. A porté un coéquipier blessé sur 2 km sous le feu ennemi. A subi de multiples blessures dues à l'explosion. Libéré avec les honneurs en raison d'un traumatisme cumulatif. Situation familiale. Veuf, seul soutien d'un enfant mineur, a refusé une augmentation de sa pension d'invalidité. Notes indiquant une réticence à accepter de l'aide. Dakota baissa lentement le document. Elle avait bâti sa carrière sur l'analyse des risques. Elle avait lu des milliers de rapports, de contrats, de perspectives financières. Mais rien, pas un seul document dans toute sa vie, ne l'avait autant bouleversée que cette page. « Il a porté tout cela », murmura-t-elle. L'infirmière acquiesça. Certains soldats mènent 2 combats, l'un à l'étranger et l'autre après leur retour au pays. Les mains de Dakota tremblaient autour du document. « Il a sauvé 12 personnes », murmura-t-elle, la voix brisée. « Et nous n'avons même pas pu sauver son emploi. » Elle s'assit sur un petit banc dans le couloir, le poids de la vérité s'abattant enfin sur elle comme une lourde couverture. Il avait tout donné, sa force, sa paix, sa santé, parce qu'il croyait autrefois que le monde méritait d'être protégé. Et au moment où il l'avait sauvé, le monde l'avait remercié en lui tournant le dos. Les larmes brouillaient la vision de Dakota. Elle les essuya avec colère. Pas de pitié, pas de culpabilité, de la détermination. Cela ne se reproduira plus, murmura-t-elle avec férocité. Lorsqu'elle revint dans la chambre, Mason était légèrement assis. Kara était recroquevillée à côté de lui comme une ombre dévouée. Il eut l'air surpris en voyant Dakota. « Madame Ward, vous n'étiez pas obligée de rester. »« Mais je l'ai fait, » dit-elle simplement. Il déglutit. « Je suis désolé pour les ennuis. » Cette phrase la brisa. « Mason, » murmura-t-elle en s'approchant, « vous m'avez sauvé la vie. Vous n'avez causé aucun problème. Vous avez empêché une tragédie. » Il détourna le regard, honteux. « Ils m'ont licencié pour ça. Parce qu'ils ont menti, » dit Dakota d'une voix plus aiguë. « Parce qu'ils avaient peur d'assumer leurs responsabilités. Parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un à blâmer avant que les investisseurs n'apprennent que leur PDG avait failli mourir sous leurs yeux. » Mason cligna des yeux, stupéfait. Dakota s'approcha de son lit, son ton devenant féroce et protecteur. « J'ai tout vu. Les images, la façon dont tu t'es battu pour moi,
la façon dont ils t'ont traîné dehors, et je ne les laisserai pas t'effacer. » Il serra la mâchoire, effaçant mon « Madame » sévère, mais reconnaissant ton argument, et j'ai bien l'intention de le faire. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la pièce, une lueur d'émotion traversa le visage de Mason. De l'incrédulité, de la prudence, un fragile espoir qu'il essayait de cacher. Dakota posa légèrement sa main sur la barrière du lit. « Tu m'as rendu ma vie », murmura-t-elle. « Maintenant, laisse-moi t'aider à reconstruire la tienne. » Il déglutit péniblement. « Je ne sais pas si ma vie peut être reconstruite. » Carrara se tourna vers lui, les yeux écarquillés, empreints d'une loyauté farouche. « Papa, » dit-elle doucement, « les gens se reconstruisent quand quelqu'un se soucie suffisamment d'eux. » Dakota retint son souffle. Mason aussi. La pièce devint silencieuse. Pour la première fois, Dakota sentit que ce n'était pas seulement une question de remboursement. C'était le début de quelque chose que le destin avait discrètement tissé bien avant qu'eux deux ne s'en rendent compte. Quelque chose de plus fort que la peur, plus fort que la honte, plus fort que les mensonges qui avaient tenté de l'enterrer. Une seconde chance pour eux trois. Le bip du moniteur cardiaque était doux, régulier, presque réconfortant. Pour la première fois depuis des jours, Mason Hale ressentait autre chose que la douleur, l'épuisement ou le poids cruel d'un monde qui lui avait tourné le dos. Il se sentait présent, encore faible, encore confus, mais présent. Alors que ses yeux s'habituaient à la faible lumière de l'après-midi dans la chambre d'hôpital, il remarqua deux silhouettes assises tout près, si près qu'il pouvait sentir leur chaleur avant même que ses yeux ne se focalisent. Kara était appuyée contre le lit, lui serrant la main à deux mains comme si elle craignait qu'il ne s'éteigne si elle le lâchait. Et à côté d'elle, assise bien droite, tendue par l'inquiétude, mais avec un regard adouci comme il ne l'avait jamais vu auparavant, se trouvait Dakota Ward. Pendant un instant, il crut qu'il rêvait à nouveau. Sa présence n'avait aucun sens. Les gens comme elle ne venaient pas dans des endroits comme celui-ci. Pourtant, elle était là, sa main posée légèrement sur le matelas, assez près pour le toucher si elle bougeait, ne serait-ce que d'un centimètre. « Mason » murmura-t-elle lorsque sa respiration changea. « Es-tu complètement réveillé ?» Il déglutit. Même ce petit mouvement lui semblait difficile. « Oui. » Le visage de Kara s'illumina de soulagement, et elle grimpa immédiatement à moitié sur le lit, serrant son bras dans ses bras. « Papa, tu m'as fait peur. » Il embrassa le sommet de sa tête, la voix rauque. « Je suis désolé, mon rayon de soleil. » Dakota expira, ses épaules se détendant. « Tu es en sécurité maintenant. Les médecins disent que ton état est stable. » Stable. Ce mot avait plus de sens pour lui qu'elle ne pouvait l'imaginer. Il n'avait pas ressenti de stabilité depuis très longtemps. Il la regarda perplexe. « Pourquoi ? Pourquoi es-tu ici ?» Dakota hésita, baissant la voix. « Parce que tu m'as sauvé la vie, mais mon entreprise t'a laissé tomber de toutes les manières possibles. » Il cligna lentement des yeux, essayant de comprendre la menace contenue dans ses mots. Il se souvenait de fragments de mémoire effacés par la fièvre. La voix inquiète de Carrara, quelqu'un appelant le 911, des gyrophares, la silhouette floue de Dakota penchée vers lui. « Tu ne devrais pas être ici, » murmura-t-il. « Tu es importante. Tu n'as pas besoin de perdre ton temps à... » « Ne dis pas ça. » Son expression se durcit. « Ne dis jamais que tu ne vaux pas le temps de quelqu'un. » La fermeté de son ton le prit au dépourvu. Il baissa les yeux, mal à l'aise. « Mason, » continua-t-elle, « j'ai tout vu, les images, la vérité. J'ai vu comment tu t'es battu pour moi alors que personne d'autre n'a bougé. » Sa mâchoire se crispa. Ce moment n'était pas un souvenir agréable. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. Dakota secoua la tête. « Non, ils n'ont pas bougé. Toi, tu as bougé. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de sens. Puis elle dit, la voix légèrement tremblante, « Ils t'ont traîné dehors comme un criminel. Ils ont ruiné ta réputation. Ils ont ruiné ton gagne-pain. Ils ont essayé de te faire disparaître. » Mason déglutit péniblement. « C'est comme ça que les choses se passent parfois. »« Non, » dit-elle doucement. « C'est comme ça que ça se passe quand personne ne se défend. Et j'en ai assez de les laisser s'en tirer comme ça. » Il la fixa du regard. Cette femme puissante et raffinée, soudainement brute et féroce d'une manière qui semblait presque protectrice. « Pourquoi ?» demanda-t-il. Elle soutint son regard. « Parce que je te dois la vie. » Un silence épais, chargé d'émotions et indéniablement réel, envahit la pièce. Lorsque l'infirmière vint vérifier ses signes vitaux, Dakota s'écarta mais ne quitta pas la pièce. Kara non plus, qui s'accrochait à son avant-bras comme à une bouée de sauvetage. Pendant que l'infirmière changeait sa poche de perfusion, Mason murmura « Combien de temps suis-je resté inconscient ?»« 2 jours, » répondit Dakota doucement. « Quand je t'ai trouvé, tu brûlais de fièvre. Kara essayait de te réveiller. » Le visage de Mason s'assombrit. Il regarda sa fille, submergée par la culpabilité. « Je suis désolé, ma chérie. »
Da. Carrara secoua la tête. Tu n'as pas à t'excuser d'être tombé malade. Dakota sourit faiblement. Elle a raison. Pendant un instant, Mason laissa cette chaleur l'envahir. Ce n'était pas quelque chose auquel il était habitué. La plupart des gens ne s'intéressaient pas à sa douleur, ne s'asseyaient pas à côté de son lit d'hôpital, ne le regardaient pas comme si son existence comptait. C'était nouveau, trop nouveau. Après le départ de l'infirmière, Dakota fouilla dans son sac à main et en sortit un dossier. « J'ai trouvé ton dossier », dit-elle. « Ton dossier militaire. » Il se raidit instantanément. « Tu n'avais pas le droit. Je n'ai accédé à aucune information privée, » intervint-elle doucement. « Juste votre résumé d'urgence. » Il expira lentement, les épaules se détendant. Dakota hésita avant de reprendre la parole. Sa voix était douce, respectueuse. « Vous avez sauvé 12 civils pendant le bombardement de Fallujah. » Mason ne répondit pas. « Vous avez porté un coéquipier sur 3 kilomètres sous les tirs. » Il fixa le plafond. « Vous avez protégé une famille avec votre propre corps. » Il serra les mâchoires. Son cœur s'emballa. « Et vous n'avez jamais demandé de prime d'invalidité. Vous n'avez jamais demandé d'aide. Vous n'en avez jamais parlé à personne. » Sa voix était faible et fatiguée lorsqu'il répondit. « Il y a des gens qui vivent des choses pires. » Dakota secoua la tête, la gorge serrée par l'émotion. « Vous n'avez pas le droit de minimiser ce que vous avez survécu ou ce que vous avez donné. » Il se détourna d'elle. « Tout cela n'a plus d'importance. Pour moi, ça en a. » Ces mots tombèrent comme une pierre jetée dans un étang calme, provoquant des ondulations en lui. Lentement, avec hésitation, il croisa son regard. Il n'y avait là aucune pitié, aucun malaise, seulement de la sincérité. Et quelque chose d'autre qu'il ne pouvait encore nommer. Quelque chose de stable, quelque chose d'humain. « Mason, » murmura-t-elle, « tu ne m'as pas seulement sauvé la vie, tu l'as changée. » Il fronça les sourcils. « J'étais morte pendant ces quelques secondes, » dit-elle doucement. « Je l'ai senti, je t'ai entendu m'appeler. Tu ne m'as pas laissé partir. » L'air s'épaissit autour d'eux, sa gorge se serra. Elle continua d'une voix à peine audible. « Tu m'as donné un peu de ton courage quand le mien ne suffisait pas. » Mason n'avait pas de réponse à cela. Son esprit était envahi par des souvenirs qu'il s'efforçait d'enfouir. Les nuits sur les champs de bataille, les corps brisés, les prières murmurées, les respirations désespérées, les moments où il avait ramené d'autres personnes de l'obscurité, parfois sans succès, parfois avec succès. Mais personne ne lui avait jamais dit cela. Dakota s'approcha du lit. Sa main s'arrêta, puis se posa doucement sur la sienne. « Mason » dit-elle d'une voix ferme et assurée, « je ne veux pas arranger ta vie à ta place. Ce n'est pas ce dont tu as besoin, mais je ne les laisserai pas enterrer ton nom. Tu mérites d'être vu. » Il déglutit péniblement. « Je n'ai pas besoin de reconnaissance. J'ai juste besoin de m'occuper de Kara. »« Je sais, » dit-elle doucement, « et je peux t'aider à le faire. » Il se raidit. « Je ne veux pas de charité. Ce n'est pas de la charité, » dit Dakota. « C'est la justice. » Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Puis Mason expira, tremblant, et acquiesça une fois, légèrement, presque imperceptiblement. Ce n'était pas de l'acceptation. Pas encore. Mais c'était ce dont il s'était le plus approché depuis des années. Dakota sourit, timidement mais sincèrement. Carrara lui serra à nouveau la main. « Papa, elle est gentille. Elle est vraiment gentille. » Le regard de Mason s'adoucit lorsqu'il regarda sa fille, puis Dakota. Dans d'autres mondes, dans d'autres circonstances, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais aujourd'hui, dans une chambre d'hôpital calme, remplie de vérité, de vulnérabilité et de seconde chance, ils étaient 3 personnes liées par un moment qu'aucun d'entre eux n'avait choisi. Mais tous avaient été transformés par cet événement. Pour la première fois depuis la salle de réunion, Mason sentit quelque chose naître en lui. Pas de l'espoir, pas encore, mais quelque chose qui s'en rapprochait. Et Dakota ressentit quelque chose elle aussi. Une promesse se formait tranquillement dans son cœur. « Je ne l'abandonnerai pas ». La tour Ward semblait différente à Dakota Ward le jour de son retour. Plus froide, plus austère, moins indulgente. La façade en verre du bâtiment lui renvoyait son expression sévère alors qu'elle entrait. Une expression qu'elle avait apprise dès son plus jeune âge. L'expression d'une femme qui avait décidé qu'on ne l'arrêterait pas. Ses talons résonnaient dans le couloir en marbre, chaque pas portant un message. Cette fois, elle n'entrait pas en tant que PDG. Elle entrait en tant que témoin de Mason Hale et elle en avait fini avec le silence. Dans la salle de conférence, le conseil d'administration était déjà réuni. Costumes impeccables, cravates, visage parfait, composés dans le calme corporatif conçu pour éviter toute responsabilité. Lorsque Dakota entra, toutes les têtes se tournèrent. Derek Bigham, le directeur financier,
dit avec un sourire mince et étudié. « Madame Ward, nous ne nous attendions pas à vous revoir si tôt. Vous apprendrez à vous attendre à l'inattendu de ma part. » Dakota répondit d'un ton froid mais tranchant. « Commençons. » Derek joignit les mains. « Si c'est à propos du malheureux incident de la semaine dernière, je vous assure, » Dakota leva brusquement la main. Sa voix descendit dans un registre qui glaça la salle. Cette réunion porte sur la vérité. Elle appuya sur un bouton de la console. Les lumières s'atténuèrent. Les images de vidéosurveillance non montées de la salle du conseil d'administration furent diffusées en silence sur l'écran géant. L'effondrement, la panique, les hommes qui reculèrent, l'homme qui s'avança, Mason agenouillé à côté d'elle, ses mains appuyant sur sa poitrine avec une précision inébranlable. Son souffle lui donnait alors que le sien s'était arrêté. Dakota ne broncha pas, ne cligna pas des yeux, ne respira pas, tandis qu'elle regardait se dérouler son propre moment de mort imminente. La salle de conférence était silencieuse, à l'exception du son de la vidéo. Puis vint le moment violent où les agents de sécurité tirèrent Mason alors qu'il trébuchait, toujours étourdi, essayant toujours de vérifier si elle respirait. Des halètements parcoururent la table moderne en lac. Derek se raidit. « Ce n'est pas la vidéo que nous avons visionnée. » « Non. » Dakota dit que ce n'était pas parce que quelqu'un avait ordonné que la vidéo originale soit enterrée. Derek serra les mâchoires. « Madame Ward, il y avait des problèmes juridiques. »« Des problèmes juridiques ?» rétorqua Dakota en s'approchant, les paumes à plat sur la table. « Vous avez fabriqué de toutes pièces une affaire de faute professionnelle contre l'homme qui m'a sauvé la vie. Il a posé ses mains et sa bouche sur vous, » répliqua Derek. « C'était un massage cardiaque, » tonna-t-elle. « Si je suis debout dans cette pièce, c'est uniquement grâce à lui. » Le silence tomba comme un coup de marteau. Dakota prit une inspiration pour se calmer. « Vous ne l'avez pas simplement licencié, » dit-elle calmement. « Vous l'avez détruit, vous avez divulgué certaines images, vous avez sali sa réputation. Vous avez laissé un père célibataire s'effondrer seul dans une maison glaciale. » Quelques membres du conseil d'administration se agitèrent sur leurs chaises, la culpabilité transperçant leur armure bien taillée. L'expression de Derek se durcit. « Vous êtes émotive, Dakota. Les expériences de mort imminente brouillent le jugement. Nous avons pris des décisions basées sur la responsabilité, et je prends des décisions basées sur la justice. » Elle redressa la voix, gagnant en force. « Je réintègre Mason Hale dans ses fonctions avec effet immédiat et rétroactif. » Un directeur s'éclaircit la gorge. « Madame Ward, c'est tout à fait irrégulier. Qu'est-ce qui est irrégulier ?» Dakota l'interrompit brusquement. « C'est de laisser la lâcheté dicter les décisions de l'entreprise. » Elle se tourna vers Derek. « Et vous, Derek, vous démissionnerez en attendant les résultats de l'enquête. » Il se leva d'un bond. « Absolument pas. J'ai servi cette entreprise pendant... » « Vous avez servi vos propres intérêts, » dit Dakota d'une voix glaciale. « Et vous avez failli coûter la vie à cette entreprise. » Son regard balaya la pièce. Il n'y aura plus de dissimulation de la vérité, plus de boucs émissaires, plus de détournement du regard. Le conseil d'administration resta stupéfait. Dakota inspira profondément et redressa les épaules. Cette entreprise sera connue pour la façon dont elle traite ses employés, et non pour la façon dont elle cache ses erreurs. Si quelqu'un n'est pas d'accord, ajouta-t-elle, mon bureau acceptera volontiers sa démission. Mon bureau acceptera volontiers votre démission. Personne ne parla. Il comprenait. Dakota n'était plus la jeune PDG raffinée qu'il pensait pouvoir influencer. Elle était désormais bien plus redoutable. Après la réunion, la nouvelle de l'enregistrement et le dossier de réintégration furent envoyés aux RH et le service juridique fut informé. Le service des relations publiques reçut pour instruction de préparer un communiqué rectificatif. Dakota signa plus de documents en 2 heures qu'elle ne le faisait habituellement en 2 jours. Cela ne la dérangeait pas. Chaque signature était un pas vers la restauration de quelque chose de précieux. Non seulement la dignité de Mason, mais aussi sa propre humanité. En fin d'après-midi, elle sortit de la tour en expirant bruyamment. L'air hivernal lui mordait les joues. Jameson gara le SUV. « Madame, retournons à l'hôpital. » Dakota hésita. « Oui. » Sa voix s'adoucit. « Retournez auprès d'eux. » Pendant ce temps, à l'hôpital Sainte-Agnès, Mason avait été transféré dans une salle de réveil plus calme. La fièvre était tombée, laissant sa peau fraîche mais moite. Son corps semblait vidé, comme si l'épuisement avait creusé son essence même. Mais quelque chose d'autre pesait plus lourd encore que le poids de l'invisibilité. Il fixait le plafond blanc, ses pensées tourbillonnant dans sa tête. Tout ce qu'il avait toujours voulu, c'était subvenir aux besoins de Carrara, lui offrir la sécurité, même s'il n'en avait pas lui-même. Mais le monde avait rendu cela plus difficile que n'importe quel champ de bataille. Un léger coup à la porte le tira de ses pensées. La porte s'ouvrit. Dakota entra.
toujours vêtu de son élégant manteau d'hiver. Le vent soufflait en rafales froides depuis la ville. Son visage exprimait à la fois la gravité et la chaleur. Carrara, qui colorait tranquillement par terre, leva les yeux. Damosette Dakota s'agenouilla, la serra doucement dans ses bras avant de s'approcher du lit de Mason. Il cligna des yeux, surpris. « Tu es revenu ?» Elle acquiesça. Bien sûr. Il n'y avait aucune arrogance dans son ton, aucune formalité, juste une présence. « J'avais une réunion aujourd'hui, dit-elle. »« Une réunion ?» Mason fronça les sourcils. « À mon sujet ?» Dakota prit une lente inspiration. « Oui. Qu'ont-ils dit ?» demanda-t-il doucement, se préparant à un nouveau coup dur. « Que tu m'as sauvé, répondit-elle. Que tu as été victime d'une injustice et que je ne laisserai pas passer une minute de plus sans rétablir la situation. » Sa main effleura doucement le papier qu'elle tenait. « Voici ta réintégration, dit-elle, avec le paiement de tous tes arriérés de salaire et des excuses officielles. » Mason la fixa du regard. « Des arriérés de salaire et des excuses. Après tout ce qui s'est passé, je n'ai pas besoin de leurs excuses, dit-il d'un ton bourru. J'ai juste besoin d'un travail stable. Tu l'auras, dit-elle doucement. Mais tu mérites plus que ça. Il secoua la tête, bouleversé. Je n'ai rien demandé de tout cela. Je sais, murmura-t-elle. C'est pour ça que tu le mérites. Il retint son souffle, son regard s'adoucit encore davantage. Et Mason, Derek a été suspendu. Il y aura une enquête. La vérité a été révélée. Mason se figea. Personne n'avait jamais lutté pour lui de cette manière. Pas depuis l'armée, pas depuis sa femme, pas depuis que le monde était devenu froid. Il déglutit péniblement. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Si, dit-elle doucement. Je l'étais. Quelque chose d'inexprimable passa entre eux. Reconnaissance, compréhension, gratitude. Quelque chose de plus profond pour lequel aucun d'eux n'avait encore de mots. Kara grimpa sur le lit à côté de son père. Papa, ça va ? Mason lui caressa la joue et acquiesça. Oui, ma chérie. Je pense que les choses vont s'améliorer. Dakota sourit doucement. Elles s'amélioreront, je te le promets. Dans cette chambre d'hôpital silencieuse, alors que le crépuscule peignait la fenêtre d'une douce teinte violette, 3 vies changèrent, non pas bruyamment, ni de façon spectaculaire, mais profondément. Dakota avait fait son choix. Elle ne détournerait pas le regard, ni de la vérité, ni de sa responsabilité, ni de Mason, et certainement pas de l'homme que le monde avait presque oublié. Des flocons de neige tombaient doucement sur Philadelphie. Le matin, Mason fut libéré. Le monde semblait plus doux qu'il ne l'avait été depuis des semaines, feutré, calme, enveloppé dans le fragile calme de l'hiver. Mais à l'intérieur, la tempête Mason était loin d'être passée. Ses jambes étaient assez solides pour marcher. Pourtant, son esprit était instable, essayant toujours de comprendre pourquoi des gens qu'il connaissait à peine s'étaient soudainement interposés entre lui et les ténèbres dans lesquelles il sombrait, en particulier elle. Dakota Ward marchait à ses côtés, tandis que l'infirmière transportait ses papiers dans le couloir. Elle gardait une distance respectueuse, mais sa présence était constante, comme un phare prudent guidant un navire perdu depuis trop longtemps en mer. Kara s'accrocha à la main de Mason dès qu'il se redressa, comme si elle craignait que le monde ne tente de l'emporter à nouveau. « Ça va, papa ?» murmura-t-elle. Il lui serra les doigts. « Ça va aller. » Dakota sourit doucement en voyant leur échange. « Je vous ramène chez vous. »« Eh bien, dans votre nouvelle maison ?» Mason cligna des yeux. « Notre nouvelle maison ?» Dakota expira, nerveuse mais résolue. « Nous en parlerons une fois arrivés. » Le trajet à travers la ville fut silencieux. Kara posa sa tête contre le bras de Mason, regardant les flocons de neige fondre sur la vitre. Mason regardait les bâtiments défiler. Les rues familières laissaient de place à des rues inconnues. Il fronça les sourcils. « Dakota, où allons-nous exactement ?» Elle croisa les mains sur ses genoux. « Dans un endroit plus sûr, plus chaud, un endroit qui vous mérite tous les deux. » Il fronça les sourcils. « Je ne veux pas de charité. Ce n'est pas de la charité, dit-elle doucement. C'est une responsabilité. » Sa voix était si ferme, si honnête, qu'il ne discuta pas davantage, du moins pas à voix haute. Son cœur, cependant, c'était une autre histoire. Le SUV s'engagea dans une impasse tranquille de banlieue bordée de maisons bien entretenues, chacune éclairée par la lumière chaleureuse de son Porsche. La neige saupoudrait les toits comme du sucre glace. « Ce n'est pas pour nous, » dit immédiatement Mason en secouant la tête. « Si, » répondit Dakota, « juste jusqu'à ce que tu sois complètement rétabli. » Kara eut le souffle coupé lorsqu'ils sortirent de la voiture. « Papa, regarde. Ils ont des lumières de Noël et une boîte aux lettres qui n'est pas cassée. » Dakota sourit. « Attends de voir l'intérieur. » Elle les conduisit vers une maison de ville à 2 étages, avec des volets bleu pâle et un petit jardin devant recouvert d'un manteau blanc hivernal.
La porte s'ouvrit avant même qu'elle ne la touche. À l'intérieur se tenait Marilyn Cooper, leur voisine âgée de l'ancien immeuble. Ses boucles argentées étaient soigneusement relevées, elle portait un cardigan épais et affichait une expression à la fois coupable et soulagée. « Madame Cooper », dit Mason, surpris. La vieille femme poussa un soupir. « Ne me regardez pas comme ça. Mademoiselle Ward s'est présentée à ma porte et m'a dit que je devais vous accompagner. Elle a dit que Kara avait besoin de quelqu'un en qui elle avait confiance pendant que vous vous reposiez. Et elle avait raison. » Kara courut la serrer dans ses bras. « Madame Cooper, vous êtes venue avec nous ?»« Bien sûr que oui, » dit-elle en caressant les cheveux de la fillette. « Quelqu'un doit s'assurer que vous ne vous nourrissez pas exclusivement de nouilles au micro-ondes. » Dakota rougit, l'air contrit. « Je ne voulais pas que Kara soit ballottée entre des inconnus. Elle avait besoin de familiarité. » Mason ouvrit la bouche pour protester, puis se ravisa. En vérité, voir Madame Cooper là-bas lui soulagea le cœur. « Entrez, » dit Dakota doucement. Tous les deux. L'intérieur était chaleureux et doucement éclairé. Un salon spacieux s'ouvrait devant eux. Un canapé moelleux, des tapis propres, des murs gris clairs. Pas somptueux, pas extravagant, juste un foyer. Kara eut le souffle coupé lorsqu'elle aperçut une porte sur la gauche. « C'est ma chambre ?»« Va voir !» l'encouragea Dakota. La fillette sprinta dans le couloir. Mason la suivit plus lentement, chaque pas hésitant. Lorsqu'il atteignit la porte, il se figea. Kara se tenait au centre d'une chambre peinte dans une douce teinte lavande, avec un lit blanc recouvert de couvertures douillettes, un petit bureau sur lequel étaient soigneusement rangées des fournitures artistiques, une bibliothèque déjà remplie de romans pour enfants en bon état et des guirlandes lumineuses scintillantes le long de la tête de lit. « Je n'ai jamais eu de lumière », murmura Kara, en tendant la main pour les toucher. « Ni mon propre bureau. » Dakota s'attarda dans l'embrasure de la porte. « J'espère que ça va. » Kara jeta ses bras autour de Mason. « Papa, on peut rester ici pour toujours ?» L'émotion le frappa en plein cœur. Il déglutit péniblement et s'agenouilla, la serrant fort dans ses bras. « On restera aussi longtemps qu'il le faudra, mon rayon de soleil. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Dakota s'éloigna discrètement, leur laissant un moment à eux. Plus tard, après que Madame Cooper eut installé Kara avec un goûter et des crayons de couleur, Dakota guida Mason vers le salon. Pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, elle semblait hésitante, comme si elle essayait de trouver le courage de faire quelque chose. « Je sais que tout cela est bouleversant, » commença-t-elle. « Et je sais que tu as l'impression de ne mériter rien de tout cela. » Il serra les mâchoires. « C'est trop. C'est ce que tu aurais dû avoir depuis toujours, » rétorqua-t-elle doucement. « Un endroit sûr, un foyer chaleureux, une communauté. » Il détourna le regard. « Je ne veux pas être un fardeau. »« Tu ne l'es pas, » dit-elle. « Tu es un père qui essaie de survivre, un vétéran qui a trop donné et reçu trop peu en retour. Je ne suis pas en train de réparer ta vie, Mason. Je te donne de l'espace pour respirer. » Il se frotta la nuque, toujours mal à l'aise. « Pourquoi fais-tu cela ?» Dakota le regarda droit dans les yeux, sans ciller. « Parce que tu comptes, parce que tu m'as sauvé la vie, et parce que, dit-elle en s'interrompant, la voix adoucie, parce que Carrara mérite une enfance qui ne brise pas son esprit. » La sincérité de sa voix le laissa sans voix. Ils se dirigèrent vers la cuisine. Dakota ouvrit un dossier posé sur le comptoir. « J'ai trouvé un logement temporaire pour toi ici pendant 3 mois, dit-elle. Après cela, tu pourras décider de la suite, sans condition, sans obligation. » Mason cligna des yeux. « 3 mois ici. Oui, je ne sais pas comment te remercier. Je ne te demande pas de me remercier, dit-elle. Je te demande de laisser quelqu'un t'aider pour une fois. » Il expira bruyamment. « Ce n'est pas facile pour moi. »« Je sais, murmura-t-elle, mais je ne partirai pas. » Il y eut un long silence, pas tendu, pas gênant, juste intense. Ce soir-là, après le départ de Dakota, Mason se tenait au milieu du salon, écoutant le ronronnement discret du radiateur, la douce lueur des lampes, le rire de Kara tandis que Madame Cooper lui apprenait à plier le linge comme une grande. Il posa sa main sur sa poitrine, la même main qui avait redonné à Dakota son premier souffle. Il ne comprenait pas le chemin qui les avait menés là, mais il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, la sécurité, la chaleur, la possibilité. Et alors qu'il se dirigeait vers la nouvelle chambre de Carrara, en regardant son sourire, il ressentit autre chose, l'espoir, petit, fragile, mais vivant, un commencement. Et cette fois, peut-être un commencement qu'il n'affronterait pas seul. La neige recouvrait encore les toits de Philadelphie, mais l'air à l'intérieur de la Ward Tower était chaud de tension. Les couloirs bourdonnaient de rumeurs sur le retour soudain de Dakota, sa confrontation houleuse avec le conseil d'administration, la réintégration d'un agent d'entretien et la suspension de Derek Bigham.
Pour la plupart des employés, c'était un choc. Pour Derek, c'était une humiliation qu'il ne pouvait accepter. Il était assis seul dans son bureau, dépouillé de son autorité, dépouillé de son accès, mais pas dépouillé de son amertume. Ses yeux étaient perçants de ressentiment, tandis qu'il faisait défiler des documents sur sa tablette personnelle. « Mason Hale », marmonna-t-il, « un moins que rien qui pense pouvoir revenir après avoir tout gâché. » Il serra le poing. Dakota l'avait embarrassé devant tout le conseil d'administration. Elle l'avait humilié publiquement et en privé. Et tout cela à cause d'un homme que Derek avait jugé insignifiant. « Ce n'est pas fini », murmura-t-il. Personne ne l'entendit. Mais la ville allait bientôt subir les conséquences de sa colère. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans leur nouvelle maison, Mason Hale réapprenait lentement à respirer. Pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Le soleil matinal filtrait doucement à travers les fenêtres du salon, tandis qu'il était assis à la petite table à manger, sirotant le thé chaud que Madame Cooper lui avait imposé. Elle tournait autour de lui, faisant semblant de ranger des papiers, mais en réalité, elle venait le voir pour la 4e fois depuis le lever du soleil. « Tu es encore pâle, dit-elle. Vous devez vous reposer. » Mason acquiesça. Il avait du mal à se reposer, l'anxiété lui serrant la poitrine. Il ne savait toujours pas combien de temps cela allait durer. Il sentait encore son ancien instinct scruter la pièce, anticiper le danger, se préparer à la perte. Mais il regarda alors vers le couloir où Kara était accroupie devant son nouveau bureau, en train de dessiner un portrait de Troie. Son rire, petit et joyeux, dissipa le brouillard qui envahissait sa poitrine. Et pendant un bref instant, il se permit d'espérer. Ce calme fragile fut brisé dans l'après-midi. On frappa à la porte. Des coups secs, rapides, peu amicaux. Madame Cooper répondit la première, mais, le visage pâle, elle s'écarta. 2 hommes en costume se tenaient sous le porche, tenant des tablettes. « Monsieur Hale » demanda l'un d'eux. Mason s'avança, l'instinct en alerte. « De quoi s'agit-il »« Nous sommes des représentants du service public de l'emploi » répondit l'homme. « Une plainte a été déposée contre vous. » Le cœur de Mason se serra. « Une plainte » Le deuxième homme lui tendit un document, anonyme mais détaillé. « Allégation d'inconduite dans votre précédent emploi, allégation de comportement inapproprié, falsification de distinction militaire et comportement psychologique instable. » Mason eut le souffle coupé. Falsification de distinction, une instabilité psychologique. Ce n'étaient pas seulement des mensonges, c'étaient des accusations nucléaires qui pouvaient détruire toute chance de reconstruire sa vie. Kara jeta un coup d'œil derrière lui, les yeux écarquillés et effrayés. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Mason s'accroupit et lui caressa la joue. « Tout va bien, ma chérie. Va t'asseoir avec Madame Cooper. » Même si sa voix restait calme, son estomac se nouait. Les hommes attendaient, impassibles. « Monsieur, nous devons également vérifier vos références de vétérans. Il semblerait que vos papiers de démobilisation aient été exagérés. » Le monde bascula. Dans sa poitrine, de vieilles blessures se rouvrirent. « Mes dossiers sont légitimes, » dit Mason d'une voix basse et calme, mais menaçante. « Nous vous tiendrons au courant, » dit l'homme, complètement indifférent à la dévastation qu'il venait de causer. « Veuillez rester disponible. » Ils se retournèrent et partirent, laissant la porte se refermer. Silence. Les mains de Mason tremblaient. Il les appuya contre le mur, luttant pour contenir la tempête qui faisait rage en lui. Qui pouvait faire ça? Qui le détestait à ce point? Puis il comprit. Derek. Cet homme avait les relations, le mobile et aucune retenue morale. Mason ferma les yeux. Une douleur familière le transperça. La douleur d'être à nouveau traqué, mais cette fois-ci, non pas par des ennemis sur un sol étranger, mais par des ennemis dans sa propre ville. Lorsque Dakota arriva 1 heure plus tard, elle trouva Mason assis, raide, sur le canapé, Kara blottie contre lui pour se protéger, et Madame Cooper faisant les 100 pas, furieuse. « Que s'est-il passé ?» demanda Dakota en scrutant leur visage. Mason lui tendit le document en silence. Elle parcourut les allégations du regard. Son expression s'assombrit. « Des mensonges » siffla-t-elle. Chaque mot. Cela porte la marque de Derek. Mason expira en se frottant les tempes. « Il ne va pas laisser tomber. Il ne gagnera pas, » dit-elle fermement. « Dakota, » dit-il d'une voix brisée, « c'est ma vie. Ces mensonges, ils collent. Et quand les gens entendent des mots comme « vétéran instable », ils y croient. Ils y croient toujours. » Dakota s'agenouilla devant lui, les mains agrippées à ses genoux. « Regarde-moi. » Il le fit. Ses yeux reflétaient la fureur, le feu et la foi. Une foi en lui. « Je sais qui tu es, » dit-elle. « Kara sait qui tu es.
Madame Cooper sait qui tu es. Tu t'es battue pour ta fille. Tu t'es battue pour des inconnus. Tu t'es battue pour moi. » Sa voix s'adoucit. « Tu as survécu seule pendant si longtemps que le fait d'accepter de l'aide te semble être une faiblesse. Mais j'ai besoin que tu entendes ceci. Tu n'es plus seule. » Sa gorge se serra. « Je ne peux pas vous laisser mener mes combats, » dit-il. « Vous ne me laissez pas faire, » répondit-elle. « C'est mon choix. » L'émotion lui piqua les yeux. « Mais pourquoi ?» murmura-t-il. Dakota inspira la vérité qui se lisait clairement sur son visage. « Parce que vous méritez une chance dans la vie, » dit-elle doucement. « Une vraie chance. Et parce que j'en ai assez de laisser l'injustice décider qui peut rester debout et qui doit rester à terre. » Ces mots le touchèrent comme la lumière qui traverse une fenêtre longtemps restée fermée. Cette nuit-là, après que Carrara se soit endormi, blotti contre Madame Cooper, Mason s'assit seul dans le salon sombre. Dakota entra silencieusement, son manteau sur le bras. « Je devrais partir, » murmura-t-elle. « Mais avant, je veux que tu saches quelque chose. » Il la regarda. Elle le regarda longuement, si longtemps que la pièce sembla s'immobiliser. « Peu importe ce que Dererick te réserve, dit-elle, je me tiendrai entre toi et lui, à chaque fois. » Mason déglutit. « Tu en as déjà trop fait. »« Non, » murmura-t-elle. « Pas assez, » dit-elle en adoucissant son regard. « Pas pour ce que tu m'as donné. » L'atmosphère changea. Quelque chose de tendre, quelque chose de dangereux flottait entre eux. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Puis, Dakota recula, sa voix à peine audible. « Nous affronterons demain ensemble, Mason. Tu ne perdras pas cette fois-ci. » Elle partit tranquillement. Mais l'écho de sa promesse resta. Et quelque part au fond de lui, sous les cicatrices, sous l'épuisement, sous la peur, une petite flamme vacillait dans le cœur de Mason. Une flamme qui avait failli s'éteindre. L'espoir. Mais la tempête ne faisait que commencer. Demain, le monde allait encore essayer de le briser. Et cette fois, il allait devoir décider s'il allait fuir le combat ou enfin entrer dans la lumière qui lui avait été refusée depuis trop longtemps. L'air matinal à l'intérieur du Ward Capital Auditorium était lourd, bourdonnant de tension alors que les employés entraient. Certains chuchotaient, d'autres évitaient le contact visuel. Certains avaient l'air curieux, d'autres mal à l'aise. La nouvelle s'était répandue trop vite. Le technicien de maintenance que tout le monde avait vu être escorté dehors allait revenir. La PDG elle-même avait exigé une assemblée générale. Quelque chose d'important allait se produire. Mais personne, pas une seule personne, n'était préparé à ce qu'ils allaient devoir. Derrière le rideau de la scène, Mason Hale se tenait tranquillement à côté de Dakota. Il portait des vêtements propres, une simple chemise grise et un pantalon soigné. Mais sa posture trahissait encore son incertitude. Le genre d'incertitude qui venait d'années d'être ignorée et de semaines d'être attaquée. Dakota lui jeta un coup d'œil. « Comment va ta respiration ? Elle est assez régulière ?» dit-il. « Et tes nerfs ?» Il esquissa un sourire sans humour. « Ils m'ont quitté depuis longtemps. » Mais elle le vit. Le resserrement de sa mâchoire, la façon dont il frottait son pouce contre sa paume, des signes qu'il se préparait. Elle baissa la voix. « Tu ne leur dois rien. Ce n'est pas une performance, c'est ta vérité. Cela suffit. » Mason expira lentement. « Tu penses vraiment qu'ils vont t'écouter ? Je sais qu'ils le feront, » dit-elle. Et elle le pensait vraiment, car la vérité avait le pouvoir d'imposer le silence. Dakota sortit la première. Les murmures s'évanouirent instantanément. Elle s'avança vers le podium, imposante mais calme. « Merci d'être ici, » commença-t-elle. « J'ai convoqué cette réunion parce que l'entreprise a été égarée par la peur, la désinformation et l'échec du leadership. » Les yeux s'écarquillèrent dans toute la salle. Dakota continua, d'un ton ferme et maîtrisé. « Il y a 2 semaines, j'ai eu une urgence médicale pendant une réunion du conseil d'administration. Quelqu'un s'est battu pour ma vie. Quelqu'un a agi avec courage alors que les autres étaient paralysés. Quelqu'un m'a fait un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. » Elle fit une pause. Cet homme a ensuite été traîné hors de ce bâtiment et licencié. Une vague de choc se propagea dans la foule. Dakota inspira lentement et dit « Aujourd'hui, je veux vous présenter l'homme qui m'a ramené à la vie. » Elle se retourna et Mason monta sur scène. Un silence s'installa, non pas un silence poli, mais un silence stupéfait. Certaines personnes le reconnurent, d'autres avaient un l'air confus, d'autres encore avaient l'air honteux ou curieux, mais tous le regardaient. Mason s'approcha du micro. Il l'ajusta d'une main tremblante, s'éclaircit la gorge et commença à parler doucement. « Je m'appelle Mason Hale. » Le micro capta la rugosité de sa voix, la vérité brute qui venait d'un homme peu habitué à parler devant un public. « J'ai travaillé ici pendant 18 mois. Je réparais les lumières, les ascenseurs, les ventilateurs. La plupart du temps, je restais discret.
C'est ce que vous faites quand vous êtes agent d'entretien. Vous restez invisible. Un rire amer mais discret parcourut la salle. Mais il y a 2 semaines, quelque chose s'est produit. Quelque chose que je n'avais pas prévu. Il a regardé Dakota un instant et elle a acquiescé discrètement. J'ai vu une personne s'effondrer, a-t-il poursuivi, et j'ai fait ce que j'avais appris à faire. La RCP est une seconde nature pour moi. Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste agi. Son regard a balayé la foule. Je ne m'attendais pas à être remercié, mais je ne m'attendais pas non plus à être traité comme un criminel. Quelques têtes se sont baissées. Il a dégluti. Je sais de quoi ça avait l'air. La RCP semble compliquée. Ça semble inapproprié quand on ne comprend pas les mécanismes qui permettent de sauver une vie. Mais rien de ce que j'ai fait n'était inapproprié. Tout ce que j'ai fait, c'était pour la survie. Il fit une pause, puis ajouta doucement. Sa survie. Dakota sentit sa gorge se serrer. La voix de Mason s'approfondit, devenant plus stable. J'ai passé ma vie à voir des gens s'effondrer. À la guerre, dans la rue, chez moi. On apprend que quand quelqu'un cesse de respirer, on n'attend pas la permission. Quelqu'un dans le public inspira brusquement. De l'émotion, pas du choc. Il continua. Je ne parle pas de mon passé. Je ne me vante pas de ce que j'ai fait. Mais je veux que vous sachiez quelque chose. Je n'étais pas un type quelconque qui a paniqué. Il prit une inspiration. L'auditoire se pencha en avant. J'ai servi pendant 10 ans dans l'équipe d'intervention rapide tactique. Mon équipe a sorti des civils des zones d'explosion. Nous avons traîné des soldats blessés sous les tirs. Nous avons utilisé nos propres corps pour protéger des inconnus. Il a fait une pause. J'ai pratiqué la RCP plus de fois que je ne peux compter. Parfois, j'ai sauvé quelqu'un, parfois non. L'émotion a traversé son visage. Mais ce jour-là, je l'ai sauvé. Et puis j'ai été jeté comme un déchet. Tout l'auditorium se figea. Mason baissa les yeux vers ses mains. Quand je suis tombé malade après, personne n'est venu prendre de mes nouvelles. J'ai failli ne pas m'en sortir une 2e fois. Dakota regarda le sol, honteuse de l'échec de son entreprise. Mais Mason dit d'une voix plus douce, « Quelqu'un est venu ». Il tourna la tête vers Dakota, sans dramatisme, sans théâtralité, mais avec gratitude. Elle est venue pour moi. Elle s'est battue pour moi, alors que personne d'autre ne s'en souciait. Les yeux de Dakota brûlaient. Il regarda à nouveau la foule. « Je ne suis pas ici pour susciter la sympathie. Je ne suis pas ici pour vous accuser tous. Je suis ici parce que la vérité mérite d'être révélée. » Sa voix devint plus ferme, plus résolue. « Je suis ici parce que ma fille mérite un père qui n'abandonne pas, et parce que Madame Ward m'a demandé de l'aider à construire quelque chose de mieux. » La salle retint son souffle. Dakota fit un pas en avant. Elle annonça que Mason Hale était nommé directeur des ressources humaines et de la gestion de crise à compter de ce jour. Des exclamations s'élevèrent. Il mettra en place des protocoles de formation et des systèmes de soutien afin qu'aucun employé, stagiaire en maintenance ou cadre ne soit plus jamais négligé. Elle posa doucement une main sur son épaule. « Mason Hale m'a sauvé la vie. Il va maintenant nous aider à en sauver beaucoup d'autres. » L'auditorium éclata en applaudissements. Pas lent, pas hésitant, mais puissant. Une ovation debout s'éleva comme une vague. Mason cligna des yeux, incrédule. Il n'avait jamais été applaudi depuis qu'il avait quitté l'armée. Il ne savait pas comment réagir face à un tel respect. Kara, qui était assise au premier rang avec Madame Cooper, se précipita vers lui et le serra dans ses bras dès qu'il descendit de scène. « Papa !» Ils t'ont applaudi. Il la serra contre lui, le monde autour de lui devenant flou. Dakota s'approcha d'eux, le regard chaleureux et fier. « Tu l'as mérité », dit-elle doucement. Mais Mason secoua la tête, submergé par l'émotion. « Non », murmura-t-il, « nous l'avons mérité ». La salle resplendissait d'applaudissements, de vérité, de nouveaux départs. Et tandis que Derek Bigham regardait la retransmission en direct, depuis un coin reculé de la ville, son visage se tordit de rage. Il était clair que cette journée appartenait à la vérité. Et la vérité avait enfin trouvé sa voie. 6 mois plus tard, la lumière printanière de Philadelphie apportait une douceur qui semblait presque symbolique, comme si la ville elle-même expirait après un hiver long et rigoureux. Les arbres, le long de la rivière, arboraient des feuilles vertes fraîches. Les joggeurs matinaux échangeaient des salutations chaleureuses. La vie suivait un rythme plus calme. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Mason Hale aussi. L'aile des bureaux de Ward Capital, qui semblait autrefois froide et indifférente, s'était transformée. Le couloir, qui résonnait autrefois des pas précipités, affichait désormais des lettres de remerciement encadrées, écrites par les employés. Des histoires de vie changées parce que quelqu'un avait enfin écouté. Au centre de tout cela se trouvait une porte vitrée sur laquelle était gravée une simple ligne. Directeur des soins aux employés et de la gestion des crises.
Mason Hale. À l'intérieur, Mason se tenait à côté d'un grand tableau d'affichage rempli de notes manuscrites. « Merci de m'avoir aidé à surmonter mon épuisement professionnel. Vous avez sauvé mon mariage. Vous m'avez écouté alors que personne d'autre ne le faisait. Vous m'avez empêché de baisser les bras. » Il toucha une note et la relut doucement. Il ne s'habituait toujours pas à être remercié, à être apprécié. On frappa doucement à la porte. Dakota apparut dans l'embrasure, tenant 2 cafés. Elle semblait différente, toujours aussi élégante, toujours aussi puissante, mais plus chaleureuse, plus terre à terre, comme si l'armure invisible qu'elle portait autrefois s'était adoucie. « J'ai pensé que tu aurais besoin de carburant, » dit-elle avec un sourire. Mason lui rendit son sourire, un sourire discret, du genre qu'il réservait à très peu de personnes. « Merci. » Elle entra et regarda autour d'elle le bureau animé derrière lui. Des assistants sociaux parlaient au téléphone, des conseillers offraient leur soutien dans de petites salles, des employés passaient en saluant d'un signe de tête. « C'est toi qui as construit tout ça, » dit-elle fièrement. « C'est nous qui avons construit tout ça, » corrigea Mason. Il ne le dit pas à la légère. Dakota l'avait soutenu à chaque étape. Elle avait plaidé en faveur des ressources, combattu la résistance du conseil d'administration et veillé à ce que le département ne soit pas seulement un geste symbolique, mais une véritable force au service du bien. Elle but une gorgée de café et le regarda. « Tu sais, je ne me rendais pas compte du nombre de personnes qui souffraient en silence. Nous n'en avions aucune idée. Tu n'étais pas censé le savoir, » dit Mason doucement. « La plupart des gens cachent leur douleur jusqu'à ce qu'elle les brise. » Dakota acquiesça, le regard adouci. Heureusement qu'ils ont maintenant quelqu'un qui sait exactement comment trouver les failles. Il croisa son regard, et une douce compréhension passa entre eux. Puis son téléphone vibra. « Bard te veut, » dit Mason avec un sourire en coin. « Bard a besoin de moi, » corrigea-t-elle en roulant des yeux. « Ils sont inoffensifs maintenant, » dit-il en riant. « C'est toi qui les as rendus inoffensifs. » Elle haussa les épaules d'un air espiègle. « Eh bien, quelqu'un devait leur apprendre l'humilité. » Ils partagèrent un moment de calme et d'amusement, comme ils en partageaient de plus en plus souvent. Avant qu'elle n'ait pu se retourner pour partir, l'un des nouveaux assistants de Mason se précipita vers eux. « Monsieur, nous venons de recevoir un appel d'un employé du service commercial en pleine crise de panique. Il vous demande personnellement. » Mason acquiesça. « J'arrive. » Dakota s'écarta. « Allez-y, ils vous font confiance. » Et il partit d'un pas décidé. Sans hésitation sans doute. Il avait retrouvé sa place. Et tout le monde autour de lui se sentait plus en sécurité grâce à cela. Ce soir-là, après une journée longue mais enrichissante, Mason rentra chez lui à pied, en empruntant la ruelle calme où sa maison se dressait comme une promesse tenue. La lumière du porche brillait chaleureusement. Le rire de Carrara résonnait faiblement à l'intérieur, et l'odeur du poulet rôti s'échappait par la fenêtre entr'ouverte, sans doute grâce à Madame Cooper. Lorsqu'il entra, Carrara courut immédiatement vers lui. « Papa, devine quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce rayon de soleil ? J'ai eu un A+ à mon test de lecture. » Elle rayonnait de fierté. Mason la prit dans ses bras, le cœur gonflé de joie. « Je savais que tu y arriverais. » Madame Cooper jeta un coup d'œil depuis la porte de la cuisine. « Le dîner est dans le four. Lave-toi les mains avant de t'asseoir. »« Oui, madame, » répondit Mason en faisant un salut espiègle qui la fit rire. Il posa Carrara par terre et se retourna, puis se figea en voyant quelqu'un debout, silencieux, près de la porte coulissante en verre. Dakota. Elle portait un pull crème clair et un jean, une tenue simple et décontractée, plus à son image que lorsqu'il la voyait en tenue professionnelle. Le soleil couchant dessinait la silhouette de ses cheveux dans un halo chaleureux. Il prit une inspiration. « Tu es en avance, » dit-il. Elle sourit. « Ou peut-être que tu es en retard. » Il rit sous cape. « Viens dehors, » lui demanda-t-elle. Il acquiesça. Ils sortirent sur le petit balcon qui surplombait le paysage urbain illuminé. Le ciel était peint d'or et de rose par les derniers rayons du soleil qui se reflétaient sur les gratte-ciel lointains, y compris la Ward Tower. Dakota s'appuya contre la balustrade, regardant l'horizon. « Tu sais, » dit-elle doucement, « avant je pensais que le succès se mesurait en chiffres, en croissance, en expansion, en capital. »« Et maintenant ?» demanda Mason avec douceur. « Et maintenant, » dit-elle en expirant lentement, « je mesure le succès à la lumière que nous apportons dans la vie des gens. » Il la regarda. « Tu as apporté beaucoup de lumière dans la mienne. » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants. « C'est toi qui l'as apporté en premier. » Le silence s'installa entre eux, mais il n'était pas vide. Il était plein, tendre, chargé de mots qu'aucun des deux n'avait encore prononcés. Dakota fit un pas vers lui. « Quand je me suis effondrée ce jour-là, » murmura-t-elle, « j'ai senti tout m'échapper. Je pensais que j'étais perdue, mais je t'ai entendu.
Ta voix, ses yeux la cherchaient en vain. Elle m'a ancré, elle m'a ramené. Mason déglutit. Je n'ai rien fait de spécial. Tu m'as sauvé, dit-elle. Pas seulement ma vie, mais aussi les parties de moi qui avaient oublié comment ressentir. Tu m'as rappelé à quoi ressemble l'humanité quand elle est à son meilleur. Il détourna le regard, submergé par l'émotion. Je ne suis pas parfait, Dakota. Non, dit-elle doucement. Tu es authentique, et c'est mieux ainsi. Le vent soufflait doucement dans l'air du soir. Il se retourna vers elle, sa main reposée sur la balustrade. Sans réfléchir, il posa la sienne dessus. Elle ne la retira pas. Ses doigts s'entrelacèrent avec les siens. Ce n'était pas dramatique, ce n'était pas précipité. C'était calme, régulier, profond, tout comme eux. Quelques instants plus tard, la porte coulissante s'ouvrit et Carrara passa la tête. « Papa, mademoiselle Dakota, le dîner est prêt. » Dakota rit doucement en s'essuyant les yeux. « Viens, ma chérie. » Mason ébouriffa les cheveux de Carrara. « On arrive tout de suite. » Carrara courut à l'intérieur. Avant de la suivre, Mason se tourna vers Dakota. « Merci, » murmura-t-il, pour ce qu'elle lui avait gentiment demandé. « Merci de m'avoir accepté, » dit-il. « Merci de nous avoir donné un foyer. Merci de m'avoir donné une chance de me reconstruire. » Dakota s'approcha, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Et merci, » dit-elle, « de m'avoir appris que les miracles ne ressemblent pas toujours à de la magie. » Elle fit une pause. Parfois, ils ressemblent à une seconde chance. Leurs fronts se touchèrent légèrement, un bref moment d'intimité qui en disait plus long que les mots. Puis, ils entrèrent ensemble. Une famille non pas par le sang, ni par le titre, mais par choix, par la guérison et l'amour tranquille qu'ils construisaient jour après jour. Et tandis que la porte se refermait derrière eux, la dernière lueur du soir illuminait doucement leur monde, un monde qu'ils avaient reconstruit avec compassion, courage et la conviction simple et profonde que personne ne méritait d'être oublié.